au fil de l'humanité, il n'y a jamais eu présence d'hominité qui n'est pas religion. La question de l'origine de la religion n'a pas de sens. Pas plus que, par exemple, l'origine du langage ou de l'art. L'humanité est toujours religieuse, elle est toujours artistique, elle est toujours consciente. Alors, depuis le départ, j'ai pris cet exemple-ci avec quelques autres qui montrent à quel point, vous m'entendez cette fois-ci, à quel point une simple image comme celle-là, date du 8e siècle avant notre ère, peut vous faire pressentir l'aptitude à la sensibilité dès les temps préhistoriques. Il n'y a pas pour moi de moment où la religion apparaît. De l'autre côté, on peut se dire que la religion, telle qu'elle est aujourd'hui, omniprésente partout, elle est, à mes yeux, très respectable. Elle fait partie de l'humanité en tant que telle. Elle fait partie donc de ce qu'on appelle l'anthropologie, de pas la négliger. En tant que préhistorien, maintenant, pour être simplement professionnel, j'ai toujours vu un aspect spirituel dans toutes les activités, même les plus domestiques et les plus anodines. Il y a toujours un référent entre ce que l'on fait, par exemple, essayer de passer des diapositives, et ce que l'on pense en termes de métaphysique. Il y a une relation directe, j'appelle ça le diabolo. Pour dire très simplement, c'est que le pôle inférieur dans lequel nous situons et qui régit nos manières d'agir est en même temps le reflet d'un pôle supérieur qui, lui, est la métaphysique. Entre les deux se passe la vie quotidienne. Tout ce que nous faisons, y compris votre manière à vous d'être habillé et d'être installé là et d'être présent, fait partie de votre métaphysique, représente quelque chose à laquelle vous croyez. Donc, si c'est le cas aujourd'hui, ce fut toujours le cas dans le temps, et ce déroulement du temps n'est, à mes yeux, pas un développement de la pensée. Accrochez-vous bien à vos sièges. Je ne pense pas qu'il y ait un développement de la pensée au fil du temps, mais qu'il y a un développement des réalisations de ce que l'on fait. Ce que l'on fait au fil du temps se transforme, mais pas ceux qui le font. Vous voyez la grande différence. Je ne suis pas très évolutionniste. Je ne suis même pas très darwinien. Je ne crois pas du tout à ces théories assez simplistes. Je pense qu'il y a des évolutions, mais qui se font à l'extérieur de l'humanité par la superposition des créations et non par les aptitudes. Restez calme, vous pouvez poser des questions pour la suite. On va essayer maintenant de pousser sur le bouton à l'écran. Je pousse sur tous les boutons qui sont disponibles sur ce clavier. Ils sont nombreux. Ah, c'est là. Voilà, c'est ah oui. Tant que nous disons aux expériences spirituelles, bon, ça va là. Il fallait savoir. Voilà, donc je commence cette histoire d'humanité, comme vous le savez tous, avec le Bouddhi, qui est évidemment une relation fondamentale et tout à fait nouvelle, très particulière entre tous les autres primates et nous. Le fait que nous soyons bipèdes, que nous marchions sur deux pieds, fait que nous voyons les choses. Et nous parvenons ainsi à les prévoir, à les concevoir. Cette aptitude est anatomiquement particulière à l'humanité, puisque, par exemple, les doigts des orteils, les doigts des pieds, sont exceptionnels dans l'homme, puisque le pouce s'aligne sur les autres doigts. Il n'y a aucun autre primate qui dispose
car ça permet la libération de la main et donc la création d'objets, par conséquent l'enchaînement des concepts. Ce qui est une spécificité évidemment. Alors, je cherche le voilà. En même temps, la libération des mains, permise par la Wikipédie, permet aussi la transformation des objets et la création de ce que j'appelle une syntaxe. C'est-à-dire que chaque objet, aussi humble que celui-là, condense, résume une série d'idées, une série de concepts qui se sont enchaînés sur l'objet. Et cette série de concepts, que j'appelle une grammaire, donc, se reproduit d'un objet à l'autre. Ce qui signifie qu'il y a au moins un minimum de conceptualisation dans la fabrication d'un objet. Et pour tout dire, vous voyez peut-être que je vais en venir, qu'il y a un langage élaboré équivalent à la symbolique nécessaire pour fabriquer un objet. Donc dès qu'il y a Wikipédie, il y a libération des membres supérieurs, donc les mains, et aptitude à la fabrication. Ceci est fondamental pour notre sujet d'aujourd'hui, puisque nous sommes devant la démonstration d'une conscience, l'existence d'une conscience, de savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut transformer, ce que l'on peut modifier par rapport à son statut naturel. Et cette conscience, elle, figurez-vous, chers amis, cette conscience est troublée, elle tourmente, parce qu'elle doit chercher des explications pour les mécanismes sur lesquels elle n'a pas d'emprise. Pour tout le reste, le mouvement des astres, le comportement des animaux, et cette nécessité que la conscience ressent à donner des explications va créer le domaine du sacré. Le sacré, c'est ce qui est extérieur à la conscience, qui est pourtant évident, mais sur lequel la conscience n'a pas de prise. Et nous sommes ici dans l'ambivalence fondamentale de toutes les religions, à savoir ce que nous savons faire et ce que nous savons exister sans que l'on puisse rien y changer. Et tout le développement de la conscience humaine sera dans ce défi, dans ce bouleversement, dans ce déséquilibre, dans ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Je vous ai présenté aussi cette image. Je regrette que l'écran soit un peu petit. Vous connaissez tous le développement de la boîte crânienne, résumé dans la partie supérieure du cliché, là, qui ne m'impressionne pas du tout. La boîte crânienne, figurez-vous, se développe, s'arrondit plutôt, en fonction de la Wikipédie, exclusivement. Ça n'a rien à voir avec le développement de la capacité neuronale qui se trouve inscrite dans cette boîte. La boîte, comme le nom l'indique, c'est simplement un réceptacle qui contient le cerveau et qui n'a rien à voir avec le contenu de ce cerveau, pas même avec le volume de ce cerveau. Le fait que nous soyons debout provoque partout sur la Terre et en tout temps et encore aujourd'hui, provoque le rééquilibrage de la boîte crânienne de telle sorte qu'elle se tienne en équilibre sur la position verticale de la colonne vertébrale du fait que nous soyons bipèdes. Vous voyez bien ça, de manière définitive, que le développement de l'encéphale n'a strictement aucun rapport avec le développement de la conscience. Rien. C'est exclusivement mécanique, de telle sorte que l'on puisse se déplacer en tenant la tête en équilibre. Et c'est comme ça que les attaches des muscles masticateurs que vous avez au début, les muscles que nous avons sur le front et sur la face, ces attaches ont tendance à disparaître du fait que nous n'utilisons plus ces muscles-là. Mais la paléontologie
conserve des traces de ces articulations qui n'ont plus aucune valeur musculaire aujourd'hui. Donc, méfiez-vous de ce qu'on appelle le développement cérébral, ce n'est jamais qu'un développement de la boîte. Pensez à votre souris ou à votre chat, ou si vous élevez un mammouth, un éléphant, la capacité crânienne n'a aucun rapport avec leur aptitude cognitive. Moi, pour tout vous dire, j'élève un rat. J'ai un rat domestique dans mon bureau, parce que ma femme n'en veut pas dans la maison. Il est extrêmement intelligent, et pourtant, son cerveau, c'est une petite noix, à peine. Donc, ce rapport n'a aucun sens, sinon sur le plan mécanique. Et dans le même cliché que je vous montre là, vous avez, au contraire, par opposition à ce que je viens de vous dire, une calotte crânienne là-bas, en bas à droite. Cette calotte crânienne est prélevée, respectée, conservée seule. Nous sommes à Saint-Girard à 1,8 million d'années. Et pourtant, déjà, on va conserver un reste d'un défunt, pas n'importe quel reste, celui qui correspond à la conscience, par les crânes, et qui va être conservé tel quel. Donc, dès le tout début de l'humanité, il y a un comportement qui est métaphysique, bien sûr, qui va chercher à s'incarner, à se manifester via la conservation de certains éléments, pas n'importe quel élément, c'est la boîte crânienne, et en même temps pas n'importe quel individu, puisqu'il s'agit de populations qui viennent de disparaître, populations humaines. Donc, ne cherchez pas à partir de maintenant, ne cherchez pas l'origine de la religion, elle est toujours là. Il n'y a pas d'humanité sans religion, comme il n'y a pas d'humanité sans langage. Il n'y a pas non plus d'humanité sans musique. Il n'y a pas d'humanité sans sentiment. Ce qu'on appelle une tautologie. L'humanité, c'est ça. J'ai pris l'exemple aussi du feu, dont vous savez existe depuis au moins 1 million d'années. Le feu qui est entretenu, réalisé de manière intentionnelle, et qui surtout participe à une série d'activités d'ordre social. Je place là au niveau de la démiurgie. Démiurgie, c'est-à-dire le conflit entre ce que l'homme peut faire et ce que les dieux peuvent faire. Eh bien, l'homme a toujours voulu devenir un dieu, se confronter aux lois divines. Et le feu est une des meilleures illustrations de ce combat. Puisque le feu, vous savez tous, va apporter la chaleur dans le froid, la lumière dans l'obscurité, et puis surtout, va être une propriété exclusive de l'humanité. De telle sorte que celui qui maîtrise le feu va non seulement rassembler le groupe autour de lui, mais en même temps va modifier radicalement les lois naturelles de l'environnement, du comportement animal, de l'atmosphère, et ainsi donner l'idée, là où j'insiste à nouveau, l'idée que l'homme peut modifier l'état naturel dans lequel il est. C'est ça le fondement de la religion. C'est défier la nature, défier sa propre nature et défier les conditionnements dans lesquels on se situe. Voilà, un autre élément intéressant, ce sont les outils palliatifs. Vous connaissez probablement ces outils-là de droite, bien sûr, sur ce cliché. On appelle un biface en termes d'archéologie préhistorique. Ce sont des objets qui sont sculptés, donc n'ont plus rien à voir avec la forme naturelle du bloc dont ils furent extraits, un peu comme l'esclave Michel-Ange que vous avez là en comparaison. Michel-Ange a laissé apparaître le bloc d'origine, le fait sentir l'esclave qui surgit péniblement de la matière et qui pourtant apparaît. Eh bien, le biface, l'art poétique qui fait plus d'1 million d'années, qui se répand ici ou là sur la Terre, le biface est exactement la même chose.
il crée des formes qui jusque-là n'existaient pas et qui désormais existeront toujours. Il crée de nouvelles formes par un sentiment esthétique, puisque je peux vous garantir que ces objets ne servent à rien, ou plus exactement que n'importe quel autre horrible bout de silex pourrait servir tout aussi bien que cet élégant biface. Donc on a créé une forme qui soit symétrique, qui soit en même temps tactile, c'est agréable à sentir, et qui en même temps procède d'un travail très élaboré. Il faut de nombreuses heures pour y arriver. Pour arriver à quelque chose qui soit beau et qui ne sert à rien d'autre qu'à être beau. Donc nous sommes là en présence de feu, d'outils, de restes humains qui sont ainsi préservés intentionnellement, et puis d'œuvres d'art comme celle-là, bien avant tout ce qui se passe en matière de religion écrite. Nous sommes quelque part entre deux et un million d'années dans ce qu'on appelle la substance de Dieu. Voilà, alors, le plus intéressant, parmi d'autres choses, c'est que ce biface-là, c'est encore un temps pas mal, une centaine de milliers d'années, a été retrouvé cette fois en association avec une série de sépultures. Donc vous voyez apparaître quelques ossements là sur la gauche. Donc nous sommes en Espagne, 380 000 ans à peu près. C'est une série de sépultures de 24 individus, jeunes personnes, hommes et femmes, jeunes tout de même, une vingtaine d'années, et qui ont tous été ensevelis simultanément, et le seul objet d'os ou de pierre qui pu être découvert en association, c'est le biface, précisément. Une très belle pièce. Très belle, au sens où, déjà, sur le plan esthétique, vous pouvez le reconnaître, mais en même temps qui a été choisi dans le paysage. On est allé chercher loin le matériau, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, pour choisir un objet coloré, chatoyant, et de le façonner de manière élégante comme celle-là, et puis de l'associer aux défunts. Attention, les défunts, c'est-à-dire de jeunes personnes mortes trop tôt, entre guillemets, par rapport à la ligne de vie habituelle. Et cette sépulture montre bien l'intention de donner une autre vie à celle qui disparaît momentanément sur le plan biologique. Et comme vous savez sans doute, l'étape suivante, nous étions aux Homo erectus, et puis dans les Néandertaliens, qui nous concernent un peu plus, parce qu'il s'agit de l'Europe, bien nous avons affaire à des séries extrêmement variées, extrêmement riches, très significatives d'attitudes religieuses. Globalement, grosso modo, nous sommes entre 300 000 et 50 000. Bon. Voilà le bonhomme. C'est un personnage qui a gardé, vous voyez, les attaches musculaires sur la face et sur le front, mais qui ne sert plus à rien, c'est des vestiges, et qui n'est non pas archaïque, mais qui a conservé des traits archaïques par isolement. Comme je vous disais, les Néandertaliens sont limités à l'Europe, essentiellement, et donc ont reçu des influences africaines et surtout, à mes yeux, asiatiques. Et dans cet isolat européen, ils ont un peu fait comme les Habsbourg, ils se sont reproduits entre eux et ont donné des traits caractéristiques qui se sont accentués davantage par isolation, par rapport au flux extérieur, que par les apports qui jusque-là étaient venus en Europe. Donc on a une population qui s'est constituée, on n'ose plus parler de race, aujourd'hui c'est très mal, mais parlons disons de population. Cette population-là, qui a vécu pendant quelques centaines de milliers d'années, a créé aussi une série de traces religieuses, rituelles. Comme par exemple, vous voyez à
de les découper, de les brûler, la partie supérieure du frontal carbonisée, et de consommer. C'est une attitude extrêmement répandue partout sur la Terre et qui n'est jamais, j'insiste, jamais à caractère alimentaire, qui est toujours à vocation symbolique. On étudie aujourd'hui des centaines, des milliers de cas de cannibalisme au travers du monde, et c'est toujours pour transférer une forme de vie vers une autre forme de vie. Exactement comme si nous mangeons un animal, la vie de l'animal passe de l'animalité à l'humanité. C'est exactement ce qui se passe dans le cas du cannibalisme, à la différence près que nous avons affaire là à des personnalités qui ont été comme nous, dont on saisit la personnalité, la conscience, et qu'on la transfère d'une génération à l'autre. Voilà un acte rituel extrêmement puissant, extrêmement riche, universel, et qui, pour tout dire, se retrouve dans la religion chrétienne. On va consommer la chair du Christ et boire son sang par le vin. Vous voyez à quel point la transcendance, non seulement on démarre très tôt, plusieurs centaines de milliers d'années, mais en même temps se trouve transposée dans la religion chrétienne, où non seulement on va consommer la chair du Christ, mais qu'en plus, cette chair-là est de nature divine, comme le sang, comme le vin. Nous en sommes exactement dans le même processus. Il n'y a donc pas, je répète, de différence entre l'attitude paléolithique la plus ancienne et celle de religions les plus contemporaines. La symbolique transcendantale reste toujours identique dès qu'il y a l'humanité. Nous, en tant qu'historiens, on parle d'outils levallois, avec ces pointes qui sont là, extrêmement élaborées. Je vous mets au défi de tailler ces pièces-là, c'est très difficile à faire. Et pourtant, c'était la caractéristique technique des Néandertaliens pendant 100 000 ans au moins, et sur toute la superficie de l'Eurasie. Donc, c'était parfaitement capable de prévoir un besoin et de modifier la matière minérale dure en fonction de leurs intentions. Donc, plus aucune loi mécanique ne leur résistait. Moins encore par l'usage des manches, qui sont là illustrées par des résines, ce sont des résines de bouleau miraculeusement préservées dans le site de l'Europe centrale et qui correspondent donc à la manière d'appréhender les objets en pierre. Donc, non seulement il y a la prédiction pour la formation de ces objets, mais en plus, il y a une autre chaîne opératoire, on dit, qui est celle de la fabrication des manches. Et donc, de telle manière que l'on puisse donner un autre axe d'utilisation à ces objets en pierre. Donc, pour le dire simplement, toutes les capacités techniques étaient acquises au moins depuis 300 000 ans. Toutes. Ce qui change, c'est la manière de les opérer. Mais la faculté de réaliser était en totale possession de ces populations européennes. C'est d'autres exemples. Pour illustrer deux choses fondamentales aussi. À votre gauche, ce sont des objets récoltés, des objets un peu bizarres, ce sont des fossiles qui font image, comme on dit, puisque ce n'est pas l'animal soi-même qui est récolté, mais bien son image minéralisée. La pierre a conservé une partie de l'individu vivant, et c'est
cette ambiguïté-là qui a troublé l'esprit des Néandertaliens et qui a poussé à les ramener jusqu'à leur habitat. Sur le même cliché et sur la droite, vous avez là des pièces également néandertaliennes, très élégantes, vous voyez, tout aussi inutile que le biface dont je parlais tout à l'heure, et qui marquent une individualité collective. Ce sont des styles qui existent ici, là nous sommes en Bavière, au sud de l'Allemagne, et qui n'existent pas ailleurs, ni en France, ni dans l'Est de l'Europe. Donc nous avons affaire à des traditions qui durent au moins une centaine de milliers d'années et qui se perpétuent, qui se distinguent les unes des autres, et qui montrent bien qu'il y a des groupes culturels à l'intérieur des néandertaliens biologiquement identiques, mais culturellement différenciés, qui se transmettent ainsi des comportements. Ce qui ne sera plus le cas avec le. Alors, deux choses qui paraissent fondamentales en matière justement de religion pour lesquelles j'étais invité. Ce sont d'abord les bucrales, comme on dit, c'est-à-dire les restes des bois des cornes plutôt de roc, donc ce sont des bovidés sauvages, et de bouquetins, les devinez là en bas. Eh bien, l'homme néandertalien, là, n'a fait que récupérer la partie la plus active, la plus redoutable de l'animal. Et comme vous voyez, l'os frontal, l'os qui joint les deux cornes est respecté, est conservé. De telle sorte que c'est bien l'animal abattu et dont on a prélevé le frontal et les deux chevilles osseuses. Donc c'est bien ce qu'on appelle un trophée. Là c'est fondamental, parce que nous avons affaire à des images, on pourrait dire aujourd'hui, en termes contemporains, des images hyper réalistes. Ce n'est pas la représentation de l'animal, c'est l'animal soi-même qui est ainsi désigné dans la nature, prélevé dans la nature, et transporté d'un point à l'autre. Et pas de manière anodine, puisque comme vous voyez, ils sont superposés. Donc nous avons affaire à un rapport à l'animal via son trophée, bien avant qu'il ne soit représenté. Voilà un rapport qui, entre nous, et entre parenthèses, montre bien qu'il y a un défi entre la nature sauvage, surtout celle redoutée, comme le roc, le bovidé, et l'homme. Et ce rapport passe par le symbole. Ce n'est plus un combat, mais bien une symbolisation de ce combat. En même temps, là, sur l'image de la partie droite de cette image, vous avez une flûte paléolithique qui fait 60 000 ans, découverte en Slovénie, et réalisée sur un os canon, un os long d'un ours, un ourson, et qui présente cette série de perforations alignées qui correspond bien à l'instrument de musique. Il y en a 4 sur ce côté-là, il y en a un autre derrière, donc 5 doigts de la main, plus des aménagements aux extrémités aux deux extrémités. Donc là, on a affaire, pour ceux qui en douteraient encore, à des preuves d'activité musicale chez les Néandertaliens. Ceci dit, pour l'essentiel, vous savez tous, les instruments de musique ne sont pas en matière osseuse, ils sont en matière végétale. Donc, quels qu'ils aient pu être, ils ont disparu tout simplement. Je suis convaincu qu'ils en existaient en très grand nombre. On a regardé celui-là, il est tout à fait exceptionnel. Et qu'en plus, la musique, vous savez tous, démarre d'abord par la voix, par le rythme, sur les pieds, sur les cuisses, et par le chant, bien davantage que par ce qu'on appelle l'organologie. Donc, je présente cet objet-là parce que c'est une preuve de cette activité musicale. Et c'est une preuve que les âmes grises
je les appelle, c'est des gens qui ne croient pas volontiers aux aptitudes cognitives des néandertaliens. Il leur faut des preuves. Je regrette de tomber dans cette démonstration, car pour moi la preuve ne présente absolument aucun intérêt en matière scientifique. Dès qu'il y a preuve, il n'y a plus débat, il n'y a plus réflexion. Mais vous savez tous, évidemment, que la métaphysique néandertalienne se manifeste aussi par les sépultures. Tout à l'heure, je vous montrais, prélever certains ossements, ça fait quand même plus d'un million d'années, nous étions aux homocultures. Là, nous sommes dans une centaine de milliers d'années, chez les néandertaliens. Non seulement il y a l'intention de conserver la trace de l'individu destiné, mais en même temps accompagné par une série de rituels, créer une fosse, on va les installer, des femmes, et puis on va leur sortir une série de vestiges comme celui-là, à Cavzet, ici, vous voyez c'est un endroit de gramure plutôt de serre, et ce n'est pas une gramure de chute, ce n'est pas une gramure qui est tombée, il faut la repayer, non, c'est une gramure de combat, puisque l'os frontal qui joint la gramure est encore intacte. On l'a mis là, à titre symbolique, bien entendu, comme si, un peu élaboré, comme si la croissance des ramures donnait une sorte de vie nouvelle à l'individu, qui, comme ça, pouvait lui aussi être en régénération. Il y a toujours, dans les sépultures moustériennes, de l'ordre de 100 000 ans, donc, des connotations à caractère métaphysique. Je viens de parler de la ramure, mais celle de droite est encore plus intéressante. Une fouille qui a été faite dans les années 80 par des amis israéliens, et vous voyez que tout est là, le maxillaire, le mandibule est en place, sauf la tête. Voilà, il y a le crâne. Et pourtant le crâne, il fuit. On a retrouvé là une molaire supérieure. Donc le crâne y a été, ce qui signifie que non seulement la sépulture a été dans ce lit intacte, mais qu'en plus on a réouvert la sépulture, on a extrait le crâne, et le crâne seulement, alors qu'il était déjà en voie de décomposition, parce qu'une dedans est tombée. Ici, de voir ces petits points blancs. Ainsi, on assiste à une série de rituels intégrés les uns dans les autres. Le fait d'abord d'isoler le défunt dans une fosse afin de le préserver, par exemple, de la nature sauvage, de l'autre forme de nature qui serait animale. On le préserve dans une fosse, on le protège, mais en plus, on va aller rechercher dedans la partie céphalique, la partie la plus importante de cet individu, en y laissant tomber une de ses mains. Voilà une concentration, une série de gestes ritualisés qui montrent bien qu'il y a une intention de combattre le temps, combattre la mort, donc mener en notre sens, ce que toutes les religions n'ont cessé de faire. Vous savez tous que, avec le poétique supérieur, qu'on appelle l'homme moderne, tout à coup, vers 40 000, 45, 40 000 ans, apparaît une nouvelle population très différente sur le plan anatomique et en même temps sur le plan comportemental, ici. Une population, alors là, j'insiste, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un esprit sordide, passe leur temps à nous faire croire que c'est une origine africaine, c'est faux. Il n'y a rien africain là-dedans, tout ça est asiatique, donc c'est une migration venue d'Asie centrale, qui tout à coup se sont implantées sur le monde. On peut élaborer sur la question de savoir pourquoi tout à coup il y a eu ce mouvement,
carrément disparu. J'ai ma petite idée, c'est qu'il s'agit d'un effondrement métaphysique. Nous sommes à nouveau dans le sujet de la religion. Les populations qui possèdent une autre forme de religion et qui néanmoins contiennent les précédentes vont ébranler le système de valeurs, le système métaphysique des populations en contact, qui elles vont s'effondrer parce qu'elles n'y croient plus. Exactement ce qui se passe dans toutes les populations actuelles, les aborigènes d'Australie, les Sains de l'Afrique du Sud, les Indiens, les Esquimaux. Ce n'est pas qu'ils ont été exterminés physiquement, mais c'est qu'ils savent désormais qu'il y a une autre manière de penser, une autre métaphysique. Ainsi, ils mettent en doute malheur et ils disparaissent. Leurs civilisations disparaissent et ensuite leur population ne se reproduit plus. C'est comme ça qu'explique l'émergence de la population moderne, asiatique, avec toute une série de valeurs nouvelles, dont en particulier les pendeloques, vous devinez là, dans la cliché, et puis surtout, vous voyez la partie supérieure, là, des armes en matière osseuse. Attention, des armes en matière osseuse. Des armes en matière osseuse. C'est-à-dire des armes naturelles, comme le bois de serre, comme les défenses de mammouth, des armes qui étaient disponibles par l'animal pour le combat et qui tout à coup se trouvent inversées, prélevées par l'homme pour combattre cet animal lui-même. Vous voyez ? Là, c'est un bouleversement métaphysique fondamental. Et en matière de religion, de pensée des systèmes de valeurs, on a une nouveauté non seulement radicale, mais je dirais même fatale, puisque tout à coup, l'animal perd son statut. Il devient un objet. Pire, il devient une arme. Pire encore, cette arme va se diriger contre lui-même. Et ça, c'est la nature de l'humanité actuelle, moderne, on dit. Parce que, en même temps, vous savez que les images vont apparaître. Ce ne sera plus l'animal soi-même qui sera prélevé, mais bien son image seule. Voilà, j'ai pris un autre exemple de cette illustration du rapport je vais essayer de parler plus fort de l'homme à l'animal. Je vais avoir la comparaison avec des populations amérindiennes qui portent elles aussi des vestiges animaux, comme vous le voyez là. Des vestiges animaux qui n'existaient jamais pendant les centaines de milliers d'années de l'humanité qui a précédé celle-ci. Il faut bien voir, nous étions dans cet immense continent de l'Eurasie, du Pacifique à l'Atlantique, pendant des centaines de milliers d'années, il n'y a eu jamais ni d'armes faites par une matière animale, ni de pendeloques extraites des dépouilles animales non plus. Tout à coup, ça se fait. Et ça se fait. Ça signifie que l'homme va porter des dépouilles animales, parfois les plus dangereuses, comme les canines d'ours, par exemple, ou de renard, il va les porter sur soi, pour se désigner lui-même par rapport à la nature, une fois conquise et une fois instrumentalisée, comme on dit. Voilà une nouvelle étape dans le long processus de la création des comportements religieux. Alors avec cette modernité anatomique apparaissent aussi des images. Comme par hasard, ce ne sont pas n'importe quelles espèces qui sont ainsi représentées, ce sont surtout les animaux dangereux, comme les félins, comme vous voyez là, à la roche que tout le monde connaît, avec énormément d'expressivité. Oui, ce ne sont pas des schémas, ce sont d'abord des images qui vont reproduire la dangerosité du félin.
et qui l'incarne en quelque sorte. Vous voyez le décalage fondamental là, entre le moment où on prélève l'animal dans la nature, où on prélève certains éléments, et le moment où on va représenter son image, et que c'est cette image qui va entrer dans la mythologie, à la place d'un animal. Pareil aussi avec les chevaux. Chevaux, c'est pas des animaux dangereux, c'est vrai. Et pourtant, ce sont des animaux qui sont représentés en position d'attaque et de dangerosité. Ce sont des animaux agressifs. Ça, c'est le fondement même des premières images. Après, ça va se calmer. Les premières images sont d'abord dangereuses. Comme si, par la possession de l'illusion de cet animal, l'homme s'en trouvait maître des animaux dangereux ou des animaux en position agressive. Il va oublier cet animal et il va le représenter. Or, la représentation en soi, un substitut de l'animal réel, va pouvoir être maîtrisé. Puis d'autres exemples, vous connaissez tous le bison par exemple, un très puissant, et que l'on a, non pas tellement chassé, mais que l'on va vaincre, surtout comme dans les corridas d'aujourd'hui, il s'agit de vaincre l'animal, surtout l'animal dangereux. Mais il va être réduit à son image, de telle sorte qu'il puisse être asservi à la pensée métaphysique. Voilà. Parmi les différents aspects de la religion, aujourd'hui encore, se place la magie. La magie qui est une modification substantielle entre ce qui existe et l'image que l'on donne de ce qui existe, et qui, cette image, va permettre des réalisations comme si on agissait sur la réalité. Donc ça, c'est un processus universel dans la magie, qui est une des composantes du mécanisme religieux de manière générale. On voit dans les représentations, on a mis haut dans l'Ariège, certains animaux, le bison ici, qui portent des traits comme s'ils étaient chassés. Ça n'a pas de sens, évidemment, parce que pour abattre un animal, on n'a pas besoin de tirer une série de traits comme cela. Ça n'a qu'une valeur symbolique, pas plus. Et néanmoins, parmi les utilisations des images pariétales se trouve aussi la fonction symbolique. Pas seulement sur les images pariétales, comme ici, mais aussi sur les objets, sur ta forme. On le retrouve dans toute la religion actuelle, où le substitut de l'animal, sous la forme, par exemple, d'un fétiche, que ce soit une statuette ou une peinture, subit à l'avance et par substitution les outrages de la chasse. Donc là, un des aspects de ce décalage religieux. Depuis cet exemple-là, vous connaissez probablement la scène du puits de Lascaux, où le petit personnage au milieu là est renversé par le bison. Le bison lui-même blessé, comme vous voyez. Et ce personnage porte une tête d'oiseau. Et son propulseur en bas est également en forme d'oiseau. Donc là, c'est vraiment la scène typique du chamanisme sibérien dans toute l'Asie, où pendant la cérémonie du chamanisme, c'est un rituel, pas la religion, en parenthèse, un rituel, eh bien le chaman meurt, il meurt dans son statut biologique naturel, et puis il va revivre par la suite, mais pendant sa transe, lorsqu'il est en contact avec la nature, eh bien il prend une forme animale, et souvent en forme d'oiseau, car l'oiseau, lui, est en contact avec le cosmos, avec la nature.
Eh bien, ce combat entre le profiter et l'humanité se retrouve transposé exactement de la même manière dans les corridas d'aujourd'hui, où le toréador, qui est un homme, qui incarne l'humanité dans ce cas-là, va mettre sa vie en défi, va mettre en jeu contre un animal qui a toutes les apparences de la sauvagerie. Vous savez, comme il élève ses taureaux pour qu'ils restent agressifs et sauvages, précisément pour ce combat ritualisé. Or, tout autour de ce combat se trouve la population qui est une incarnation de la société humaine. Donc nous nous trouvons exactement dans la même situation. Voilà. Une des composantes des religions, c'est l'initiation, bien sûr. La communion solennelle des chrétiens. Ils sont partout sur la terre. C'est très simple, puisqu'on passe du statut biologique de l'enfance au statut où on peut procréer. Là, il y a des modifications anatomiques très profondes qui sont partout ritualisées. Je parle de la communion que moi-même je suis très fier. En même temps, bon, j'ai pris des exemples ici chez Pygmée, où les jeunes femmes, qui sont des jeunes filles ici, jeunes hommes aussi, subissent des traitements assez durs, assez cruels, qui sont désolés dans la forêt, qui sont perdus. Et dans le cas du paléolithique, qui est l'image de gauche, là, ce sont des adolescents dont on a retrouvé des traces. Il se fait que la berge a été calcifiée pour retrouver des traces intactes. Et sur les parois se trouvent des peintures. C'est des peintures donc, qui évoquent les mythologies. Eh bien, c'est pas l'adolescent, là, est en contact direct avec le récit mythique. Et dans le contexte extrêmement terrifiant, qui est le fond de la grotte. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une grotte, mais lorsqu'on est à, disons, à 100 mètres de l'entrée, on ne voit plus rien. Là, on devient dingue. Il fait froid, il fait humide, on a perdu tout le sens de la gravité, par exemple. Et on est prêt à croire tout. Donc, on a des conditions tout à fait favorables à l'explication mythologique, comme vous le voyez ici. Bref, je pense que, je ne suis pas le seul, hein, je connais pas mal de collègues qui pensent que une des fonctions de cet art, outre la magie dont je parlais, outre la mythologie, c'est aussi l'initiation à l'intérieur de ce qu'elle était. Là, nous sommes à Millau, quelque part vers 14 000 ans. Et là, un mot, la recherche de preuves, il y a des gens qui sont angoissés par les preuves, mais là, de belles comme celle-ci. Voilà, puis l'image de gauche, ce sont, parmi pas mal d'autres, des représentations de danse, de déhanchement. J'en ai collationné, je dirais, une bonne vingtaine de danse. Et puis j'ai repris, bien sûr, un exemple contemporain d'Afrique du Sud, où on voit les populations non seulement costumées, mais aussi en exercice de danse. Ce n'est pas anodin, puisque je me rappelle la musique, déjà apparue bien plus tôt, et la musique et la danse, ce sont des manières de transmettre aujourd'hui encore des émotions très fortes, dont les émotions métaphysiques qui expliquent le statut de l'homme dans l'univers, et surtout de manière collective. Vous voyez que ces danses-là se font de manière ostentatoire. On peut le voir, on peut y participer, même si on ne participe pas physiquement, on le sent par la musique et par la danse de manière ostensible.
De telle sorte qu'on a une sorte d'opéra avec d'un côté les images, d'un autre la mythologie, et le troisième la musique et la danse. On trouve là en plein palette. Quelques aussi exemples du chamanisme extrêmement répandu dans les populations en harmonie avec la nature sauvage aujourd'hui. Je dis en harmonie, bon, parce que bien sûr nous sommes plus loin de là, et que ces populations qui ont vécu pendant des centaines de milliers d'années n'ont jamais détruit leur environnement, puisqu'elles ont vécu si longtemps. Moi je ne donne pas 1000 ans de plus à l'humanité. Bon, bref, ces populations-là, vous le voyez à droite, sont représentées en paléolithique. Nous aurons 3 frères, ça doit être de l'ordre de 13 à 14 000 ans. Et on voit un personnage humain avec des bois de serre, des bois de renne, pardon, sur le crâne, plus une dépouille féline, mais c'est bien un homme. Exactement comme dans l'image de gauche, j'ai pris moi-même en Sibérie, et vous voyez les bois de renne à nouveau, et puis les défroques animales sont des peaux animales qui sont découpées, et qui permettent ainsi au chaman, pendant l'exercice de son rituel, d'accéder à l'esprit naturel. Il est intermédiaire entre l'animal et l'humanité. Et ainsi, il infléchit les forces de la nature. Voilà, j'ai pris d'autres exemples comme celle-là. À droite, c'est un bâton de tambour, on le retrouve assez bien dans le paléolithique. Les bâtons qui sont assez courts, mais assez massifs, 31 cm, avec une petite tête d'élan, extrémité, et qui est percutée. Et puis, à gauche, c'est le chaman en question. Là, c'est une gravure du XVIIIe siècle qui montre le chaman, oui, à nouveau déguisé en animal, il porte des bois de renne et il est en pleine transe, il danse, et il bat le tambour de manière à entrer en transe. J'ai moi-même participé à des cérémonies de ce type quand j'étais dans la taille, et je veux dire, c'est extrêmement impressionnant. C'est comme si on quittait la conscience éveillée, enfin ça dépend du jour et de la nuit, la conscience habituelle, et qu'on arriverait à trouver une autre forme de conscience à l'intérieur de soi-même. Et cette conscience-là, dans ce cas-ci, est entretenue pour infléchir les forces naturelles. Par exemple, emporter la pluie, pour guérir, par exemple, pour modifier le destin de la communauté. Donc, j'insiste, il s'agit d'un rituel, mais pas d'une religion. Fondé, bien sûr, sur une religion, comme tous les rituels de la messe chrétienne, par exemple, ne sont que des rituels par rapport à une métaphysique qui, elle, est la transcendance type chrétienne. Et bien là, dans ce cas-là, ce sont des religions que l'on désigne globalement sous forme d'animisme, puisque donne prête donc de l'âme à toute chose. Toute chose, pas seulement vivante, pas seulement les animaux, les plantes, mais aussi à la force du vent, par exemple, les étoiles, les astres, les montagnes, tout ce qui, à leurs yeux, fait partie de leur propre existence. Voilà, en parenthèse, une petite morale sur laquelle nous pourrions méditer. Je pense d'ailleurs que la vraie perversion dans l'histoire de l'humanité est apparue après ce moment-là. Quand on se dit, ah, l'homme est supérieur à la nature, donc il va la commander. Et là, il l'a tué. Et il a tué elle, mais lui aussi. D'accord. Alors j'ai pris quelques exemples ici de ces. Donc à la fois, comme je fais souvent, des objets d'archéologie paléolithique, ici à gauche, un petit oiseau en ivoire, et puis des objets
subalpais chez les chamanes d'Amérique du Nord. Ceci pour vous montrer que le chamanisme, lui, est universel, alors que les religions qu'il sous-entend sont particulières. Bon, enfin, donc les vœux du chaman indien, là, sont communiqués au cosmos via cet oiseau au bout d'une perche. Extrêmement impressionnant. Ça aussi, j'ai eu l'occasion de voir. Mais bon, aux États-Unis, on n'y croit plus beaucoup. Plutôt pour le folklore. En Asie centrale, c'était vraiment vécu. Voilà. Puis, j'ai pris évidemment les codes du paléolithique. Je ne vais pas vous déchiffrer la signification de la mythologie paléolithique. C'est très complexe. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. En plus, je ne suis pas sûr d'en être capable. Vous savez tous que de très brillants préhistoriens se sont attelés à cette tâche. Tout ce que je peux vous dire en deux mots, c'est, comme vous le voyez ici, il s'agit de codes. On représente par exemple certains animaux, et même on ne représente pas tout l'animal, mais seulement ce qui permet de le reconnaître. C'est vraiment sa valeur symbolique qui apporte, associée à des signes qui, eux, sont abstraits à nos yeux, qui ne portent pas de signification représentative. Mais comme tout ça, il y a l'articulé, comme disait André Leroy-Gourand, maître, articulé, mais là où je ne sais pas plutôt de s'avancer, c'est que chacune de ces grottes possède une articulation particulière, appropriée, comme si, on passait par cette mythologie, par le schéma, la structure mythologique, via ces images, mais que chaque fois, nous étions amenés à indiquer des messages différents. Je ne pense pas à la cohérence universelle de ces messages-là, mais bien à la contingence de leur particularité. Quoi qu'il en soit, outre l'aspect sémiologique évident, vous pouvez apprécier là, il y a aussi un aspect esthétique auquel nous sommes directement sensibles. Lorsqu'il y a eu, vous savez sans doute, des disputes cordiales sur le fait de savoir si l'homme paléolithique avait ou non un mot esthétique, pour moi c'est un débat qui n'a absolument aucune signification. Il est évident qu'il y a une recherche esthétique, il n'y a pas aucun doute, depuis Biface de 2 millions d'années, tout à l'heure, il y a une recherche esthétique. Mais dire ça, ça ne dit pas grand-chose. C'est pas trouver la signification. Mais le fait qu'il y ait une recherche esthétique, pour moi, pose aucun problème. Voilà. Rassurez-vous, ça se termine, sauf si vraiment vous insistez. Vous savez que toute cette belle période du paléolithique européen, s'achève avec ce qu'on appelle l'Holocène, donc la fin de la période glaciaire, réchauffement climatique, couverture forestière, et que nous voyons les steppes disparaître, et plutôt apparaître des animaux fugaces, dont l'arc est l'arme la plus efficace. Je ne suis pas en train de dire que l'arc a été inventé à ce moment-là. Certainement, une histoire beaucoup plus ancienne. Simplement, il a pris une valeur particulière. Et l'arc, attention, c'est important, on revient à notre domaine métaphysique, c'est que cet arc permet de tirer vite, loin, précisément et silencieusement. Bref, celui qui en dispose est près des dieux, démiurgiques. Et on les représente comme tels dans la religion asiatique, par exemple. Ils portent l'arc, qu'on ne peut plus utiliser évidemment à cet arc, ou bien au titre de symbole dans le peinture. Je me suis baladé, moi aussi, aux Indes et dans le sud de l'Asie, où les arcs porteurs de messages sont un peu comme l'arc d'Ulysse. C'est impossible à utiliser. Ils sont beaucoup trop lourds.
de précision, de vitesse et de distance. Et pour certains théoriciens, eh bien, c'est l'inverse qui s'est passé. Ce n'est pas que cette arme si précise soit devenue l'attribut d'un Dieu. Non, non, non. C'est que parce que l'on voulait vaincre cette distance, on a inventé l'arc pour défier les dieux, précisément. Voilà, j'ai repris l'exemple, oui, ce qu'on appelle le microlithe. Vous avez tous entendu parler de ces minuscules objets, tout à fait à droite, là, qui caractérisent le mésolithique en Europe. Les autres, simplement, sont petites, microlithes, mais qui arment des traits propulsés par l'arc. Je disais souvent à mes étudiants, dans une fin extrêmement subtile, que pour reconnaître les microlithes du mésolithique, il suffisait d'éternuer sur la table, et ceux qui n'étaient pas partis n'étaient pas mésolithiques. Donc, les objets sont devenus très petits parce qu'ils arment des arcs et des flèches comme ceci. J'ai pris le petit exemple là du roi qui porte à nouveau l'arc comme symbole de sa puissance. En même temps, il monte le cheval, donc ce cheval qui était craint dans le paléolithique et qui tout à coup est monté comme un signe de puissance, et qui en plus porte la couronne. Attention, la couronne, c'est-à-dire ce couvre-chef là qui porte des rayons comme le soleil. De telle sorte que le roi là est une forme de soleil avec sa couronne. Symbole sur symbole. Il maîtrise le cheval, il tire à l'arc, à mon avis, il ne va pas tirer très bien dans cette position. Enfin, et il possède la couronne. Voilà, ça c'est l'ère nouvelle. Globalement, le mésolithique. On se situe vers 10 000 ans. Et puis, voilà où l'homme commence à tricher avec la nature. Et je m'inspire souvent de l'Ancien Testament. Il se trouve dans l'Ancien Testament des épisodes extrêmement riches pour la préhistoire, dont le fait que l'on quitte le paradis terrestre. En d'autres termes, pour moi, on quitte le paléolithique pour devenir néolithique, pour produire la nourriture soi-même. C'est catastrophique, évidemment, parce qu'en récoltant, comme le fait cette jeune soudanaise, là, en récoltant des céréales et en les réensemençant, on va orienter vers des espèces nouvelles. Il y a bien sûr des mutations spontanées qui se font, surtout chez les céréales, qui sont très rapides, et qui vont donc créer des espèces. Exactement comme Dieu avait créé toutes les autres espèces, hommes y compris. Et tout à coup, là, l'humanité avec le néolithique, nous sommes vers 10 000 ans, va se mettre non seulement à cultiver, je ne sais pas si vous avez déjà pêché dans le jardin, moi, j'ai dû, par fidélité conjugale, celle-là, plutôt que simplement les chasseurs. Vous savez, les chasseurs, ils ne se fatiguent pas. Ce sont les femmes d'abord qui récoltent la nourriture, surtout végétale, et eux, de temps en temps, chasser, pas du tout pour manger, mais pour structurer la société, pour savoir qui va abattre tel animal. C'était le paradis terrestre qui était là. Et bien, tout à coup, l'homme a triché avec ces règles divines, a brisé l'alliance et est devenu néolithique. 40 ans. Et vous voyez que ce sentiment de participer à la nature, même dans des espèces désormais domestiques, est revitalisé par une partie de cette céréale qui est rendue, ici nous sommes au Nouveau-Mexique, est rendue, la première semence est rendue au vent, au cosmos, qui a créé cette nourriture. Et vous voyez comme c'est important, comme c'est grave, que cette nourriture
de le réensemencer, nous avons créé des espèces comme Dieu, qui, elles, sont tout à fait nouvelles. Elles n'existent pas à l'état sauvage. Elles ne reviendront plus jamais sauvages. C'est terminé. Et celles que vous mangez tous les matins, là, à votre pain, ce sont celles-là. De fausses céréales qui ont été créées par l'homme, par des voies divines, lors de sa quête de divinité, sa recherche, son combat vers la divinité. On le retrouve sous toutes ses formes. Par exemple, par l'importance donnée à l'eau, puisque désormais il faut contrôler l'eau pour les récoltes. Et l'eau est bien sûr analogue à la féminité qui va reproduire en même temps que la coquille qui va incarner cette nouveauté, et la poterie elle-même, la poterie qui tout à coup apparaît. Bien sûr qu'il y a des récipients, mais la poterie, elle est en matière minérale. Elle ne bouge plus. Si elle bouge, elle casse. Elle est lourde. Et elle contient en plus les denrées et l'eau. Et vous voyez que, comme par hasard, sur la décoration de la poterie, tout à fait à droite, vous avez la spirale. Exactement comme chez Botticelli. C'est la spirale qui est la vague de l'eau. Là, il y a 6 000 ans d'écart entre les deux, mais la pensée métaphysique est exactement la même. De manière probablement inconsciente, mais de manière surtout convergente. On a voulu vaincre la nature et la posséder. Ainsi sont nées les religions de type actuel, où le destin est désormais entre les mains de l'homme seul, et non plus de la nature avec laquelle il était en harmonie. De moins en moins. Et à ce moment-là apparaissent des figures humaines, comme celle de la Vierge, des figures féminines en particulier, qui trônent, sont assises, elles sont en position de trône, elles ont des seins opulents, qui montrent bien leur fonction maternelle. En même temps, celle de gauche, de droite, 7e millénaire, est en train d'accoucher. Et c'est pas par hasard que. Alors, je vais essayer d'utiliser ce projet interplanétaire. Oui, elle est accoudée sur deux félidés. Félidés. Des animaux qui, à la différence des autres, ne sont pas domestiqués. Ils ne sont même pas domesticables. Comme votre chat. Si vous avez un chat ou un chien, ce sont des animaux qui restent sauvages. Eux, ils sont bien sûr domestiques, mais ils ne sont pas devenus, ne pas changer de nature. Ne mangez pas votre chat, je suppose. Mais par contre, vous mangez le mouton, qui lui est une espèce domestiquée. Mais il y a une dégradation du statut animal par cette domestication. Et puis, tout à coup, au fil de cette évolution, on voit apparaître des figures humaines, masculines, qui vont, vous avez vu, tout au début, vers un moment donné, on voyait déjà les crânes. Cette fois-ci, ce ne sont plus les crânes, ce sont les personnages eux-mêmes qui sont restitués. Ce sont donc, là j'ai pris les comparaisons, chez les Dayaks et là en préhistoire. Ce sont les crânes humains qui sont ainsi préservés, décorés, comme si vous étiez vivants, avec les mêmes tatouages, et puis des coquillages qui évoquent le regard. Et c'est l'homme, tout à coup, j'insiste, c'est l'homme qui se représente. Vous avez parlé des images animales tout à l'heure. Fini, terminé. C'est soit la femme, soit l'homme, qui a pris la place de la mythologie. On va voir, c'est assez amusant, intéressant de voir que ces crânes, on parle de crânes surmodelés, ce sont des vrais crânes en os, avec de l'argile ou du
plâtre qui reproduit le visage. Et, comme par hasard, ce sont que les femmes qui sont ainsi ensevelis. Oui. Et j'ai pris à droite, de manière à peu près contemporaine, le masque qui apparaît. Fondamental, évidemment. C'est-à-dire que le masque, lui, va pouvoir se substituer à n'importe quelle autre personne. Alors vous pouvez, chacun d'entre vous, vous pouvez porter le même masque alors que vous êtes différent. Le masque, lui, reste identique. Vous voyez à quel point la force de l'image d'un visage humain va se substituer à toutes les autres formes d'image qui jusque-là étaient animales. Aussi, il y a un autre fondement de la religion classique, ce sont les rapaces que l'on voit apparaître ici sous forme de statuettes ou ici sous forme de peinture. Nous sommes au 7e millénaire et vous voyez les bras petits bonshommes là ont perdu leur tête, emportés par les rapaces. Je dis ça parce que la plupart des éléments de la mythologie grecque sont directement fondés sur la préhistoire. La mythologie grecque est une sorte d'âge d'or entre la préhistoire et l'histoire. Parce que va rassembler ces composants. Alors là, nous avons affaire à un temple, désormais, terme latin templum, c'est-à-dire découpé. Alors que, bien entendu, tous les rituels dont vous avez parlé jusqu'ici étaient exécutés dans des temples, mais c'est pas nomade. Ici ou là, lorsque l'occasion se présentait, tout à coup, le temple est fixe, exactement comme les maisons sont fixes, comme si le territoire donnait une propriété et un destin. Là, nous sommes avec Göbekli-Tepe dans l'est de la pays, au 10e millénaire. On voit, comme par hasard, vous voyez, ici l'image d'un félidé sur le chapiteau. Donc, on a affaire dès le Mésolithique, même quand les populations sont encore chasseuses, on a affaire à des appropriations de territoire, soit par l'habitat, soit surtout par le temps. Et les haches sont un de ces éléments, des haches qui sont polies très, très longuement, ça ne sert à rien de polir une hache. Mais on le fait en quantité. Et ici, nous sommes dans les haches de Bretagne, ici, nous sommes dans les haches de Nouvelle-Guinée, Papouasie, où la hache en soi possède une âme. C'est comme ça d'ailleurs que, oui, elle est décorée ici, et la partie supérieure est ouverte pour lui laisser la possibilité de respirer à cette hache. Elle n'est plus qu'un objet rituel. Ceci pour dire que celles qui apparaissent chez nous dans le contexte, jamais utilisées, très raffinées, n'ont certainement jamais servi de hache. La fonction de hache est devenue un symbole de l'objet. Alors, vers la fin, on va apparaître, dans la fin de la préhistoire, on va apparaître des yeux, comme ceci. Ce sont des cercles accolés les uns aux autres dans les civilisations aussi du 5e millénaire dans les Balkans, et qui évoquent, une fois de plus, la vision d'Athéna. Athéna qui, vous savez tous, a chouette comme attribut, c'est-à-dire la lucidité, la pensée, la sagesse, par les yeux, par le regard. Merveilleux comme idée. Eh bien, ça apparaît donc chez lui, préhistorique, plusieurs millénaires auparavant. Voilà ici, nous sommes en Hongrie, un superbe vase décoré. Peinture du 5e millénaire, et puis c'est intéressant de voir que tout à l'heure je parlais des visages, la figure humaine, et puis bon voilà, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le regard, la pénétration, l'intelligence,
ainsi incarné par moi. Exactement comme dans les statuettes du néolithique. Cette fois-ci, nous sommes toujours dans l'initiation, mais beaucoup plus tard. Les statuettes néolithiques sont celles de gauche, ici, avec toutes ces décorations striées, et que je compare avec les jeunes dames du Kenya qui portent des décorations analogues lors de leur première règle, lorsqu'elles peuvent être procréatrices. Voilà. J'insiste sur cette image, vous comprenez déjà l'idée, c'est que les statuettes humaines, féminines, masculines, apparaissent en position d'orang, comme si elles étaient en train de prier. Si elles prient, c'est qu'elles conçoivent une puissance supérieure à laquelle elles s'adressent via cette attitude. Eh bien, c'est déjà ce que va devenir le message chrétien avec non seulement l'homme qui tend le bras pour accueillir les fidèles, mais en même temps, ce n'est pas n'importe quel homme, puisque c'est un homme divinisé. Et voilà, nous sommes au bout, finalement, de cette évolution théologique. Nous sommes passés d'une harmonie avec la nature vers une incarnation avec les figurations féminines ou masculines. Et puis, ces incarnations-là ne sont plus n'importe lesquelles, elles sont celles du Dieu fait homme. Un peu comme si toutes les religions procédaient de manière logique, en passant, en se dégageant du statut animal de l'humanité vers un statut de plus en plus assumé par l'humanité en soi, qui elle-même devient la divinité. Voilà, cet ensemble de conceptions, en même temps, de vie, va se diffuser, vous savez sans doute, à travers l'Europe, probablement du Proche-Orient. Je dis ça parce qu'il y a aussi des influences d'Asie centrale, mais aussi du Maghreb, qui ne sont pas portés sur cette image. Mais quoi qu'il en soit, là c'est tout à fait sérieux, et certain, c'est que à chaque fois où il y a eu néolithique, comme ceci, eh bien, il y a eu diffusion du néolithique. Il y a comme une maladie, comme une épidémie. Les populations qui ne possédaient pas le mode de vie l'ont acquise. Et ainsi de suite, partout, que ce soit au Japon, en Afrique subsaharienne, dans les Andes, au Mexique, en Chine, bien sûr. À chaque fois, le même mécanisme s'enclenche. On peut élaborer ça. Mais c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la conquête du Nouveau Monde. Oui, des populations qui étaient sédentaires avaient cru ainsi dominer la nature et donc s'étendre davantage, vont jusqu'à aller au Nouveau Monde, aux Amériques. Et la première chose que les colons vont faire, c'est planter la croix chrétienne, de manière à faire basculer ce qui était sauvage et chaotique jusque-là vers ce qui va devenir la civilisation. Civilisation en termes de divinité. Et tout ce que cela implique. Ceci pour dire que dans le mécanisme d'enclenchement religieux accompagne l'humanité depuis l'enclenchement de la conscience. Il n'y a pas un moment où l'homme devient religieux. Il est toujours. Ou alors il ne pas. Et que, en plus, il y a surtout un mécanisme qui justifie et qui explique les différentes formes de religion successives. Jusqu'à ce que nous arrivions, par exemple, aux limites. Lorsque nous sommes aux limites du territoire, eh bien, on va rencontrer les océans et les mers, et on va se dresser vers le cosmos. C'est là où les mégalithes, par exemple, chez
Et ce genre de mécanisme, donc toujours très spirituel, mais dans le sens diachronique, dans le sens de succession, se retrouve exactement dans les différentes formes d'iconographie chrétienne, où la lumière du soleil, dans ce cas-là, va être incarnée dans la lumière symbolique de la puissance divine. Conjonction entre les deux. Et que nous retrouvons toujours dans cette pérennité, les cercles de Stonehenge, vous connaissez probablement le 4e millénaire ici, dans la structure de nos villages médiévaux. Cercles qui, eux, sont fondés sur le mouvement solaire. Tout à coup, avec le néolithique, le mouvement solaire prend de l'importance. Quand on est nomade, le soleil n'a pas beaucoup d'importance, c'est la lune qui sert de repère. Et avec le soleil et ce mouvement, au fil de l'année, on va pouvoir structurer la société et donc tous les rituels. Eh bien, cette structure est exactement identique dans nos villages